BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. François Sorel. 19h30 en ce lundi, bonsoir à toutes et à tous. Un grand merci d'être là, d'être fidèle à Tech Co, d'être fidèle aussi à BFM Business, que ce soit la radio, la télé, surtout ne touchez à rien. Nous voilà plongés tous ensemble pendant 90 minutes dans toute l'actualité tech du jour. C'est Tech Co, la quotidienne. Avec ce soir, au sommaire de ce premier Tech Co de la semaine, on va revenir sur ces chiffres incroyable de Choose France, de dizaines de milliards d'investissements, notamment dans l'intelligence artificielle. On va parler de ces chiffres records dans un instant. Et puis on parlera aussi de Nvidia qui, après les serveurs d'IA, s'intéresse à nos PC. Nvidia va bientôt arriver dans les PC avec des processeurs hyper puissants, évidemment dédié à l'IA, on en parlera. Et puis tout à l'heure, on s'intéressera à l'événement Spring organisé à Paris-Saclay avec deux startups spécialisées dans la deep tech qui seront avec nous sur le plateau de Tech Co. Voilà le sommaire. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Le débrief de l'Actu Tech avec ce soir sur le plateau de Tech Co, Isabelle Bordry. Salut Isabelle. Bonsoir François. Qui est fondatrice de Retency et Isabelle qui a été aussi à la tête de Yahoo Europe. C'était il y a quelques années. Un grand merci d'être là. Merci beaucoup. Isabelle, pour décrypter l'actu. À tes côtés aussi on va dire... Je crains le pire. J'allais dire un vétéran de la tech, mais c'est pas très sympa le vétéran de la tech. Quoique. C'est ce qu'il dit le vétéran. Je sais ce qu'il va me dire. Pas plus que oui, toi. parce que comme je le connais, on est quand même assez intime avec Cédric. Il pourrait se servir de nom d'oiseau. Non, il reste très correct dans l'ensemble. Oui, c'est vrai. Cédric, journaliste et spécialisé dans la tech, aujourd'hui producteur de podcasts. Merci d'être là, Cédric, directeur général de Heavyweight Studio. Et puis Damien Douanier aussi qui est là. Salut Damien. Salut François. Responsable de l'innovation de l'école narrative et fondateur de Topos. Voilà. Tous les trois, grâce à vous, on va décrypter l'actu tech de ce jour. Et on va commencer par ces chiffres. 91 milliards d'investissements, c'est le résultat de cette 9e édition de Choose France. La dernière, d'ailleurs, d'Emmanuel Macron. C'est près de 20 milliards de plus que l'an dernier. Un record porté notamment par l'explosion des projets liés à l'intelligence artificielle. Et on retrouve sur place Nathan Cocampo. À lui seul, 45 milliards d'euros d'ici à 2031 pour développer de puissants data centers dans les Hauts-de-France. La moitié donc de ce Choose France record. Et le premier à s'en réjouir, c'est le ministre de l'économie, Roland Lescure. C'est le résultat d'un travail exceptionnel. Le président de la République était à Tokyo, j'étais dans la salle où il a convaincu le président de SoftBank, qui est aussi son créateur, de s'intéresser à la France. Il voulait investir beaucoup d'argent aux US. Dans les data centers, le président lui a dit « Regardez la France, pendant 2 mois, on a travaillé très fort. On a montré des projets, ils ont investi d'ores et déjà dans un projet qu'ils annoncent aujourd'hui. Ils veulent aller plus loin, 45 milliards, et pas seulement dans des centres de data, mais aussi dans des usines qui vont fabriquer ce qu'on appelle des stacks, qui vont eux-mêmes permettre de créer les centres de data. C'est toute la chaîne de valeur qu'on investit, on est très content de le faire. La France attire surtout dans la tech, donc par son nucléaire décarboné, par sa stabilité aussi face à une Amérique pleine de surprises. Le gestionnaire d'actifs canadien Brookfield investit de nouveau 10 milliards de dollars en France dans un data center géant, à nouveau dans les Hauts-de-France. Ardian et sa filiale britannique Verne annoncent 5 milliards d'euros pour créer un campus d'infrastructure IA près de Paris. L'américain Mara a lui eu le coup de cœur pour une pépite encore méconnue il y a quelques mois, Exaion, filiale d'EDF, spécialiste de la blockchain et des data centers, une porte d'entrée pour se développer en Europe. Écoutez Frédéric Thiel, le PDG de Mara. Si l'on regarde le monde d'aujourd'hui, il devient très fragmenté et l'Europe devient beaucoup plus indépendante des États-Unis. Elle doit construire sa propre infrastructure avec ses propres champions technologiques et nous pensons que la France est le pays idéal pour cela car il dispose d'une excellente énergie très verte et d'excellents ingénieurs. C'est l'un des meilleurs endroits pour commencer avant de s'étendre au reste de l'Europe. Un 9e Choose France peut être le dernier, tourné vers l'IA et les data centers, avec cette question. Est-ce que Choose France était une simple vitrine ou bel et bien un véritable moteur d'attractivité pour la France ? Voilà des chiffres qui donnent le tournis. C'est vrai que d'habitude, ces dizaines de milliards, on les commente aux États-Unis ou en Asie. Mais là, en Europe, c'est rare d'avoir ces dizaines de milliards, enfin 75 milliards de SoftBank à terme, c'est énorme, 91 milliards en tout. Rappelons que SoftBank, c'est une
on va dire, une machine à investir. À ARMCE, par exemple, enfin, ils ont beaucoup de startups, ByteDance, WeWork. Alors, WeWork, ça a moins bien marché maintenant. Mais Uber, par exemple, c'est eux aussi. Enfin, ils ont beaucoup de sociétés dans lesquelles ils investissent beaucoup d'argent. Et donc, voilà, je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Est-ce que, on est d'accord, c'est un signe positif, tout ça, Isabelle? Bien sûr, et puis ce que disait effectivement la personne interviewée là dans le commentaire est extrêmement positif. C'est des financiers qui expliquent que la France est un pays absolument essentiel lorsque l'on veut investir sur le marché européen, qui est bien sûr un énorme marché. C'est un marché essentiel parce qu'il est reconnu pour la qualité de ses ingénieurs, mais aussi pour la qualité de son énergie. Donc tout ça est effectivement extrêmement positif. Et puis ces chiffres, alors moi je redoutais et je craignais que Mistral ne soit pas... Il l'était l'année dernière vraiment une de tous France. Il l'est un peu moins cette année alors qu'il cherche désespérément beaucoup d'argent puisque Arthur Manch disait qu'il avait besoin de 100 milliards pour continuer à développer Mistral. On n'entendait pas beaucoup parler de Mistral aujourd'hui, je le vois sur ces images, donc j'espère qu'il fait aussi partie du casting de Macron et des investisseurs. Cédric, donc beaucoup d'argent. Alors ces chiffres, il y a pas mal de marketing derrière tout ça parce que ce sont des projections sur plusieurs années. Mais ce qui est intéressant, c'est que notamment SoftBank a choisi la France pour une raison bien précise, c'est pour l'énergie. L'énergie qui coûte moins cher et qui est abondante. C'est intéressant, souvent à Choose France, on annonce des investissements industriels qui sont fonction de plein d'atouts de la France sur la qualité de nos ingénieurs, sur aussi des côtés purement géographiques, plaque tournante de l'Europe, bien sûr. excellent système logistique, etc. Là aussi, on est en train de jouer sur des avantages quand on parle de l'IA, c'est-à-dire un réseau électrique nucléaire bas carbone et puis du foncier industriel assez disponible. En fait, c'est intéressant parce qu'on a l'impression que la France est en train de trouver son nouveau pitch tech. Pendant des années, on disait Startup Nation. Bon, on sentait que parfois, il y avait un petit décalage par rapport à la culture locale. Aujourd'hui, on fait EDF avec des GPU. Ça, c'est un truc qu'on comprend, tu vois. Déployer des choses industrielles sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans avec des investissements lourds. Ça, on sait faire en France. Et ça se voit aussi au niveau international. Damien. Ce qui est amusant, c'est de se dire que le parc industriel qui remonte quand même au général de Gaulle, qui aurait pu le prédire qu'aujourd'hui ça ferait tourner de l'IA. Donc ça c'est intéressant. Ce qui me gêne un tout petit peu dans tout ça, c'est deux choses. D'abord, c'est que Isabelle le disait, c'est que typiquement Mistral n'est pas forcément présent, mais en gros il y a beaucoup d'investissements annoncés, mais finalement pour les autres. C'est-à-dire, en gros, on est une plaque tournante, on a beaucoup d'infrastructures, comme tu le disais, Cédric, mais est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'acteurs français qui vont en tirer parti? Est-ce qu'il va y avoir cette logique de ruissellement, parce que les grands acteurs vont arriver, donc il va y avoir d'autres choses? Bien sûr que ça va servir à l'emploi, beaucoup de choses. Mais globalement, j'ai quand même l'impression que... On parle de plus de 15 000 emplois en tout. Bien sûr, mais j'ai quand même l'impression toujours que, on accueille, et c'est très bien, beaucoup d'investissements. Est-ce qu'il y a beaucoup d'acteurs français ou de champions français qui vont en tirer parti? Je ne sais pas. Il y en a qui vont le faire immédiatement. Schneider Electric va construire une usine pour arriver à servir les nouveaux data centers. À nouveau, tu vois, c'est de l'industriel. D'ailleurs, c'est un accord. C'est un accord Schneider Electric SoftBank. C'est de l'industriel, tu vois. Mais voilà, dès qu'on rentre dans à nouveau, de l'IA, je ne sais pas. Je me suis amusée à regarder les annonces de l'année dernière pour regarder où ça en était, en fait. Parce que l'année dernière, on était aux alentours de 50 milliards ou de 60 milliards qui étaient annoncés, avec un campus qui devait être et qui doit être une zone de calcul très forte, dans lequel il y avait des Qataris qui ont investi aux côtés de Mistral. Et effectivement, ça avance. Aujourd'hui, les permis de construire ont été donnés. D'ailleurs, je crois qu'il y a une première pierre qui a été posée aussi, alors symbolique, j'imagine, donc, c'est histoire de tenir la promesse de l'annonce qui avait été faite l'année d'avant. Dans les Hauts-de-Seine, 12 bâtiments doivent être construits, 9 doivent être construits d'ici 2030, donc ça avance. Il y avait aussi Microsoft qui avait annoncé 4 milliards d'investissements avec le déploiement de 25 000 puces dans leur data center. Et là aussi, ça a été fait. Donc effectivement, il y a ces effets d'annonce. Alors, il y a bien sûr sûrement de la casse. Et je crois que l'année dernière ou l'année d'avant, il avait été annoncé aussi un déploiement d'une méga structure de panneaux solaires. Et on sait qu'aujourd'hui, les panneaux solaires n'ont plus vraiment la cote. Donc, à la limite, ça vaut mieux que ça n'a pas fonctionné. Donc, il y a toujours un peu de casse. Mais toutes ces annonces continuent à avoir des réalités et ont des réalités. Donc, c'est extrêmement positif pour le marché français. Et comme tu l'évoquais tout à l'heure, je pense qu'il y a un vrai effet ruissellement. Donc, c'est un moyen d'investir et de faire investir des grosses sociétés internationales qui après bénéficient non seulement à l'emploi, mais aussi à Schneider, à Mistral
Il y a tout un tas de start-up, dont certaines d'ailleurs parlaient tout à l'heure lors de l'émission de Stéphanie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous ces investisseurs étrangers apprécient aussi le fait que l'administration française est très favorable au développement des infrastructures IA. Donc, il doit y avoir des procédures d'accélération, d'autorisation, de réglementation, etc., etc. Et que finalement, ça crée des emplois. Ça aussi, c'est pas mal. On l'a évoqué tout à l'heure, mais on a des projections qui évoquent 16 500 emplois. Oui, parce que c'est de l'immobilier, c'est du réseau, c'est de l'énergie, c'est du foncier, de l'administratif. C'est du brick and mortar. En gros, si on laisse le logiciel de côté, il y a tout le reste. C'est ça. C'est pas mal déjà. Oui. Et après, ça met fin à cette rengaine qu'on entend de plus en plus souvent, qui est l'IA va détruire des emplois. Et effectivement, c'est quelque chose qui revient en permanence. L'IA va transformer une partie de nos postes, de la manière dont on travaille, va transformer la manière dont on devient la productivité des entreprises. Et parce qu'elle crée de la productivité, elle va forcément créer de l'emploi à un moment donné. Maintenant, lesquels, on va voir. Mais je trouve que cette annonce IA plus 15 000 emplois est extrêmement positive dans ce contexte où il y a de plus en plus de monde qui s'irrite sur la montée en puissance de l'IA. Et d'ailleurs, pas qu'en France, aux États-Unis aussi. Après, il n'y a pas que ça. Il y a quand même j'ai regardé qu'on appelle ça, des entrepôts Amazon aussi qui sont compris dedans. Enfin, il y a pas mal de trucs. Enfin, bon, on mélange quand même beaucoup de trucs. Oui, bien sûr. Il n'y a pas que la tech. Après, je pense que le point finalement qui se retire de ça, c'est comment la France veut se positionner dans la chaîne de valeur finalement de la technologie et de l'IA. Absolument. Et de l'industrie finalement. Parce qu'on n'arrête pas de dire la France est désindustrialisée, comment on se réindustrialise, comment on joue cette carte-là, comment on rebondit justement sur peut-être une nouvelle forme d'industrialisation et comment on se positionne dans cette chaîne de valeur. Est-ce qu'on est juste finalement, c'est déjà pas mal, un provider, enfin quelqu'un qui va être un facilitateur de réseau, d'énergie, etc. Est-ce qu'on va prendre parti de ça pour arriver à relancer un truc ? Voilà, moi je pense que le vrai point d'interrogation pour moi il est là, pour voir comment on va arriver à terme à aller plus loin. Après il se pose aussi la question, aujourd'hui on est en surcapacité énergétique. Bon, c'est ballot, on a fermé Fessenheim. Mais justement la question c'est est-ce que les politiques vont se demander s'il n'y a pas une vraie raison, plutôt une vision industrielle qu'il faut avoir, et ça peut être ça aussi. Bref, je pense qu'il y a des éléments. Ce que je constate juste, c'est qu'on n'a pas vu d'annonce pour l'instant, mais c'est peut-être pas le lieu ni l'endroit, pour justement, c'est quoi la vision politique pour, on va dire, véritablement donner un nouveau souffle peut-être industriel à la France, parce que je le rappelle, voilà, ne serait-ce que l'énergie, c'est quelque chose qui est un programme qui est vieux de 40 à 50 ans. Alors voilà pour ce Choose France. Lié à tout ça, c'est l'Europe qui a annoncé vouloir tripler la mise de ses investissements dans les puces, ce fameux CHIPS Act qui avait été annoncé en 2023, vous le savez. À l'époque, on était à un peu plus de 40 milliards d'euros, je ne sais pas si vous en souvenez, mais il y avait plein d'annonces aussi de partenaires privés. Il y avait notamment Intel, qui à l'époque était encore un peu flamboyant, aujourd'hui il est un peu moins, et Intel avait annoncé vouloir mettre sur la table 30 milliards d'euros en France, en Europe d'ailleurs, pas qu'en France. Et d'ailleurs, la France était un peu le parent pauvre de ces investissements parce qu'il n'y avait que la R&D d'Intel. Et je crois qu'en Italie, il y avait une grosse usine. Enfin, il y avait pas mal de choses. Sauf que tout ça est tombé à l'eau. On va dire que le climat politique a changé aussi. Il y a eu une espèce de prise de conscience et d'électrochoc de la part de l'Union européenne. Et visiblement, alors tout ça est à prendre avec des pincettes, mais l'Union européenne serait sur le point d'investir 120 milliards d'euros dans la fabrication de puces. Et avec un projet assez intéressant de 30 milliards d'euros pour créer une usine de semi-conducteurs en 3 nanomètres. Et je vous rappelle que le 3 nanomètres, nous, on ne sait pas faire. On part de loin. Hein. On part de loin. ST Micro, qui est, on va dire, le plus performant dans ce domaine-là, est à 22 nanomètres. Voilà. Donc voilà, le nanomètre, je vous rappelle que plus c'est petit, moins ça consomme d'énergie, moins ça chauffe, etc. Je crois que TSMC, ils sont à 1 nanomètre aujourd'hui. Alors, en fait, personne n'est à 1 ou à 3, mais c'est une espèce de repère. Oui, enfin de repère, d'échelle, etc. Dans la progression de l'échelle. Pour l'instant, c'est un peu un vœu pieux. Enfin, c'est pas un vœu pieux parce qu'il y a un chéquier derrière. Donc déjà, c'est quand même extrêmement rassurant. Évidemment, on n'est pas dans la même vélocité que les investissements qu'on voit en Asie ou aux États-Unis, mais il y a un aspect de recherche de stabilité, en fait. Parce qu'on est face à un allié américain
qui est allié le lundi, le mardi c'est compliqué, le mercredi on rediscute, le week-end on se rabiboche, etc. Et c'est reparti pour une semaine. Pour une autre semaine, ouais. Et puis avec toujours ce point d'interrogation de Taïwan, avec TSMC en maître du monde, mais sur pas des pieds d'argile, mais sur une île tellement convoitée par la Chine qu'on se demande combien de temps ça peut ou ça va durer, là où TSMC est un peu une espèce d'assurance vie de Taïwan. Mais donc il est de fait urgent d'avoir des ressources locales. On en a déjà, et on le rappelle souvent sur ce plateau, on a ASML en Europe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de puce de très haut niveau sans ASML, celui qui fait les machines, qui fait les moules, qui font les puces. Donc ça, c'est un asset absolument irremplaçable. Maintenant, il faut arriver à descendre dans tout le reste de la chaîne pour de fait arriver à faire des puces qui, en plus, vont garantir plein de choses sur la souveraineté des services qu'on mettra derrière, enfin, qui résoudraient plein de questions. Donc c'est impressionnant, c'est beaucoup de fonds. Reste à voir qui va le faire, comment et à quelle échéance. Et ça prend du temps, c'est ça l'échéance, tu as raison. Fabriquer une usine à 30 milliards, en Asie, c'est 3 ans. En Europe, ça va prendre combien d'années? C'est intéressant. Après, évidemment, tu pourras réagir, Isabelle, mais visiblement, cet investissement servirait aussi à Mistral AI. On en parlait il y a un instant. Mistral pourrait récupérer des puces parce qu'il y a un projet que Mistral a annoncé. Il aimerait bien fabriquer ses propres puces IA. On est dans quelque chose de vertueux, de totalement souverain, qui est plutôt séduisant, je trouve. Oui, alors, tu parlais d'ASML, ils ont investi dans le Mistral, ça tombe bien. Donc là, il y a un duo qui est assez intéressant. Cette logique-là de CPU, enfin TPU, est développée pour l'IA. Et ASML est sans doute la clé de cette usine. Hein. Exactement, et comme tu le disais, ASML, ils savent faire les machines. Et les machines, il faut du temps pour les développer. Hein. C'est complexe, mais c'est un vrai asset, parce qu'il n'y a pas 36 qui savent faire ce sont même les machines les plus complexes de l'histoire de l'humanité. Complètement. Donc, voilà. Je crois qu'il faut 4 ou 5 747 pour les transporter, en fait. Oui, c'est 250 000 pièces dont aucune ne doit tomber en panne. Enfin, voilà, la machine a la taille d'un hangar, pour vous dire, donc c'est sympa. Donc clairement, là-dessus, il y a un coup à jouer qui est intéressant. Après, effectivement, la question, c'est quelle est la stratégie industrielle que va mettre l'Europe derrière ça? Parce que là, ça va être plutôt des puces, pas plutôt pour le grand public, mais plutôt pour du B2B, on va dire. On peut imaginer ça. Mais effectivement, l'idée de développer ou de reprendre une certaine souveraineté sur les puces, comme Google a fait quand ils ont développé leur propre puce pour leur IA, c'est vraiment pas idiot. Ce serait un vrai coup de booster pour un acteur comme Mistral. Bon, j'ai pas eu l'impression que c'était ce degré de définition encore pour l'instant dans le plan, mais bon, si ça part dans le bon sens, pourquoi pas. C'est intéressant, il y a une prise de conscience, c'est-à-dire que l'Europe a compris qu'il suffisait pas de subventionner l'offre, il faut arriver à créer de la demande. Donc tout à coup, là, on se pose la question du versant demande de ça, en ayant justement des accords avec des acteurs locaux. Et puis, l'Europe a découvert que les semi-conducteurs, ça pousse pas dans les communiqués de presse, et que avec les meilleures intentions du monde, ou juste en essayant de créer des partenariats, c'était un peu compliqué, et qu'à un moment, il fallait sortir le chéquier. Isabelle. Cela dit, comme vous le disiez tout à l'heure, entre 22 nanomètres et 3 nanomètres, il y a des compétences et des talents qui n'ont absolument rien à voir. C'est un gouffre technologique. Et même tout à l'heure, on parlait de l'équipe de Mistral. L'équipe de Mistral, c'est des magnifiques ingénieurs, mais qui font du logiciel aujourd'hui, qui ne font pas de hardware. Donc en fait, oui, il y a eu 30 ans de manque de vision ou d'errance stratégique de l'Europe, auquel tout d'un coup, il y a une réaction forte et plutôt positive qui est d'investir de l'argent. Maintenant, il faut recréer complètement la filiale. Oui, on a effectivement cette magnifique usine et qui est extrêmement performante, mais maintenant il faut imaginer les cartes, il faut les dessiner et il faut avoir les outils de gravure. Et aujourd'hui, il y a des très très grandes difficultés, même pour les Taïwanais, d'investir aux États-Unis et de construire leur propre usine aux États-Unis, parce que c'est d'une complexité absolument terrible. Quand vous avez des vibrations, des problématiques de densité de l'air, enfin, tout devient absolument incroyablement difficile. C'est d'une précision chirurgicale. Et donc, avant de recréer, stériles, avant d'imaginer une puce, déjà 1, 2, de la dessiner et 3, de la produire, il peut se passer beaucoup de temps. Alors, c'est extrêmement positif que l'Europe investisse. Maintenant, il faut sûrement aussi acquérir des talents, acquérir des savoir-faire pour faire en sorte que ça arrive le plus vite possible. Moi, ce qui me fait peur, c'est que quand on voit la machine asiatique qui fabrique des processeurs, ou même à Taïwan, ils ont en fait autour d'eux tout l'écosystème qui fabrique ces puces. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir une usine, mais si vous n'avez pas le gel de silicium qu'il faut pour graver ces puces-là, si vous n'avez pas tel composant, si vous n'avez pas tel chipset à côté, etc., qui
qui arrive facilement parce que vous en avez besoin, en fait, vous pouvez casser la chaîne de production très rapidement. Et la force de l'Asie, c'est qu'ils ont tout sous la main. Vous avez la Shenzhen, c'est l'écosystème. L'usine où sont fabriqués les iPhones, vous avez tout à 50 km à la ronde, tout est prêt. Et les gars sont là, enfin, tous les fournisseurs, les partenaires sont là à côté, finalement. Absolument, mais aujourd'hui... Donc c'est tout un écosystème qu'il faut créer. C'est ça. Et aujourd'hui, on a des sociétés de microprocesseurs qui sont excellentes. On a Infineon, on a ST Microélectronique, mais qui sont dans des univers qui sont extrêmement différents. On parlait des 22 nanomètres, c'est-à-dire qu'ils répondent à des objectifs de l'industrie automobile, ils répondent à des objectifs de la transition écologique sur les panneaux solaires. Mais c'est un monde totalement différent de celui aujourd'hui de l'IA. Donc, reconstruire un écosystème, c'est le challenge. Il faut des investissements, mais il faut aussi des hommes, de l'expérience. Et c'est cet écosystème-là qu'il faut que l'Europe arrive à construire. Damien ? Moi, je rebondis à ce que disait tout à l'heure Cédric. Il y a un truc qui est intéressant, c'est quelque chose qu'on sait faire en Europe, c'est l'industriel, le brick and mortar, la conception. Ça, on sait faire. On a raté tout ce qu'il fallait rater en logiciel, à quelques exceptions près. Mais globalement, en revanche, du dur, ça, on sait faire. On est bon là-dedans. C'est notre culture. Donc, je trouve intéressant de voir qu'il y a une volonté de repartir dans cette direction-là et de mettre de l'argent dans quelque chose où on est sur notre terrain de jeu. C'est notre zone de confort, c'est notre terrain de jeu, on sait faire. On mettra peut-être le temps, mais je suis assez confiant. Autant moi, je me dis, on sait faire. Donc, voilà, il va y avoir quelque chose d'intéressant qui va se développer là-dessus. Je serais plus à l'aise que ça que tu vas d'entendre, comme il y avait quelques années, l'éternel, on va faire le prochain Google, des choses comme ça qui ne sont jamais arrivées et qui n'arriveront jamais. Oui, le prochain Google en Europe, ça a gagné, hein, quand même. Non. Voilà, en tout cas, pour ces chiffres qui donnent le sourire en ces débuts de semaine, ça fait plaisir. Franchement, entre Choose France... Ça tombe bien, il y a une bonne séquence politique aussi, ça tombe très bien. Hein. Évidemment, il y a une bonne séquence politique, mais bon, oui, c'est vrai, c'est comme ça. Dans l'actualité, on va parler maintenant, juste l'une des conséquences de cette volonté d'industrialiser la tech en Europe et notamment en France, c'est les débuts compliqués des gigafactories françaises de batteries qui ont été un peu le cheval de bataille du gouvernement il y a quelques années de cela, rappelez-vous. On était en pleine électrification du parc automobile et il fallait effectivement fabriquer des gigafactories, plusieurs dans le Nord, pour en fait satisfaire la demande des constructeurs européens en batterie. Alors, depuis l'électrique a eu, on va dire, des hauts et des bas, pour ne pas dire que des bas, ça a été un peu compliqué. Mais malgré tout, aujourd'hui, c'est un peu compliqué, le début de ces gigafactories, parce qu'après ACC, c'est désormais Verkor qui inquiète. L'entreprise qui a inauguré sa première usine en décembre dernier accumule les retards de production. Et chez Renault, son actionnaire et pour l'instant unique client, on commence déjà à se tourner vers d'autres fournisseurs. C'est pas terrible. Justine Vasson nous explique tout ça. Verkor a 1 an et demi de retard, s'agace Renault. Le constructeur qui attendait les premières cellules de la Gigafactory pour alimenter ses Alpines a dû trouver un plan B et se fournir finalement chez le coréen LG. Lors d'un récent appel d'offres portant sur les batteries de son futur Master, Renault n'a pas retenu la proposition de Verkor. Leurs prix sont trop élevés, nous dit-on, et l'écart de compétitivité avec d'autres producteurs de batteries européens s'est accru ces derniers mois. Cet appel d'offres, c'est un épiphénomène, balaye Verkor qui assure, comme Renault d'ailleurs, que les engagements pris entre les deux entreprises tiennent toujours. Verkor fournira bien les Alpine A390, les Flexivan et les Scénic de Renault. Mais la start-up doit montrer qu'elle peut redresser sa trajectoire, insiste le constructeur, et donner des signaux forts en termes de gouvernance. Verkor relativise ses couacs et cherche de toute façon depuis plusieurs mois d'autres clients. La start-up dit aujourd'hui être en discussion avec plusieurs constructeurs. Voilà, c'est compliqué, c'est vrai qu'on ne sort pas une usine de batterie, on va dire, hyper sophistiquée en un claquement de doigts. Ça prend du temps, ça prend du retard, forcément. Après, il y a des choix stratégiques aussi qui ont été faits il y a quelques années, qui évoluent, parce que je vous apprends pas que la chimie des batteries évolue régulièrement. Là, maintenant, c'est le FP qui est véritablement à la mode, parce qu'il coûte moins cher. Il a une densité énergétique
plus importante, etc., etc. C'est pas ce qu'a choisi Verkor, malheureusement. C'est du lithium. Eux, ils étaient sur un investissement industriel sur plusieurs années pour faire des batteries NMC. Qui sont encore une bonne partie du marché, bien sûr. Mais qui ne sont pas, on va dire, le cœur du marché d'entrée moyenne gamme et ce dont avait besoin Renault. Enfin, tout à coup, ce que Renault aimerait à cet instant. C'est ça. Bon, je pense que c'est un problème de synchro, d'abord, entre le temps qu'il a fallu pour que l'usine soit prête, le temps que l'usine monte en production. À un moment, ils vont finir par raccrocher les wagons. C'est exactement ce qui était arrivé à Northvolt, souviens-toi, il y a quelques mois, où justement, au moment où ils sont arrivés sur le marché, ils avaient un produit qui était moins pertinent en prix. Alors après, c'est vrai que c'est compliqué, parce que pendant ce temps-là, les prix continuent de baisser. C'est-à-dire on est passé en dessous de $100 le kilowattheure, quoi. Et puis voilà, les usines asiatiques, elles continuent de produire, et de plus en plus. Donc forcément, c'est compliqué pour Renault de dire non, mais on voudrait les batteries françaises, mais au prix de Shenzhen. C'est ça. Enfin, on peut demander. Vous pouvez me les faire un peu plus puissantes aussi pour ce même prix ou pas? Non, mais c'est-à-dire que la batterie française, c'est un peu comme le vin bio, tu vois. C'est pas mal, mais on se demande pourquoi on a payé si cher. C'est ça. Donc ça les met dans une position de négociation compliquée. En plus, Renault est actionnaire de Verkor. Enfin voilà, tout ça est un peu imbriqué. À un moment, il va falloir qu'ils s'entendent. L'enjeu là, c'est un peu comme ce que disait Isabelle tout à l'heure. C'est vraiment de recréer une filière industrielle, parce que même en amont, on est en train en France de rouvrir des mines de lithium. On s'est aperçu que oui, c'est vrai, on avait oublié qu'on avait du lithium dans le sol, parce que c'est un élément extrêmement courant. Jusque-là, on avait, tu vois, sous-traité l'extraction de ce genre de choses à des pays moins riches. Bon, là, tout à coup, il y a vraiment l'opportunité de recréer des vraies filières industrielles. Bon, là, évidemment, ça hoquette un peu au début. On imagine qu'ils vont arriver à raccrocher les wagons. Oui, c'est exactement la preuve de ce qu'on disait tout à l'heure, où il ne suffit pas effectivement de décréter que tout d'un coup on crée un écosystème pour que ça marche absolument. Et là, cette société qui fait aujourd'hui quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires et qui a construit et investi 700 millions d'euros pour cette usine, en fait se bat face à des sociétés asiatiques qui ont un tiers du marché automobile, qui pèsent des dizaines de milliards, je crois que c'est quasiment 50 milliards. Donc effectivement, il faut un temps d'adaptation, il faut de la montée en puissance et donc il faut que Renault patiente ou donne encore plus de moyens à sa filiale pour arriver à générer effectivement des produits qui à un moment donné seront compétitifs sur le marché. C'est pour ça que les fonds d'investissement en général investissent dans plusieurs sociétés, et c'est peut-être ce qu'aurait dû faire aussi Renault. Juste une chose avant de te donner la parole, Damien. Renault est un peu fautif aussi parce qu'ils ont changé de stratégie. On va dire de stratégie concernant la technologie des batteries qu'on évoquait il y a un instant. Ils avaient au départ choisi le NMC, donc le nickel manganèse cobalt, qui était validé donc à l'époque de la création de Verkor. Et puis aujourd'hui, ils veulent du LFP parce que le LFP est moins cher, fait baisser les prix des petits Twingo, etc. Le marché pour les citadines. Descendent en dessous des 15 000 euros, alors que le NMC est beaucoup plus cher. En fait, il y a un problème même. On parlait de l'Europe tout à l'heure. Là, il y a, je pense, un gros problème d'anticipation économique. L'Europe a voulu faire en sorte que les constructeurs automobiles passent de gré ou de force à l'électrique. 2035, il n'y a plus de thermique. Donc déjà, il y a eu cette volonté de se dire, OK, donc on va créer de l'usine. Renault se dit, très bien, on va utiliser cette technologie-là. Depuis, on se rend compte que les gens ne passent pas à l'électrique comme c'était prévu. Donc par conséquent, on reporte l'échéance 2035. Les constructeurs disent, vous êtes gentils, mais nous, voilà, l'électrique, ils n'en veulent pas. Donc on va continuer à faire du thermique ou de l'hybride à la rigueur. Donc déjà, cet élément-là qui est relatif à ce choix de technologie. À côté de ça, effectivement, on veut du moins cher. Verkor, c'est 30 à 40% de plus cher que l'équivalent chinois. Donc c'est quand même assez cher. Les constructeurs français, Stellantis et Renault, aujourd'hui, ont tous des partenaires chinois avec qui ils travaillent. La nouvelle petite Twingo, elle a été développée avec une société chinoise pour justement aller vite. Donc, par conséquent, il y a aussi des choix technologiques qui sont faits. Et pour finir, il y a l'Europe qui se rend compte que on va dire que l'électrique ne vient pas par le haut du marché, va passer par le bas du marché. Et donc, développement de ce qu'ils appellent les e-cars. Donc, en gros, des petites voitures pas chères, d'où le relance de la Twingo, la future 2 chevaux, etc., etc. Bref, le retour de plein de petites voitures pas chères, pour rentrer par l'électrique, par le modèle urbain, ce qui est loin d'être idiot, qui est même très intelligent. D'autant qu'il y a tous les modèles chinois, les BYD, etc., qui arrivent à des prix cassés donc, aussi. Il faut arriver à rentrer sur ce marché, donc pas cher, donc par conséquent, ils font des choix techno. Pas de bol, Verkor, c'est pas la bonne proposition. Donc on est un peu orthogonal. Voilà, c'est pour ça qu'il faut à chaque fois avoir un catalogue de produits qui soit effectivement profond et important, de manière à pouvoir proposer la meilleure offre sur le meilleur produit. Les ventes électriques ont absolument explosé sur le dernier mois, et notamment
notamment avec les citadines. Donc il y a des ajustements de marché. Avec l'explosion du prix de l'essence aussi, absolument. Avec le conflit en Iran. Tout d'un coup, le consommateur comprend l'intérêt de l'électrique, notamment pour faire des petits trajets. Il y a de plus en plus de bornes de rechargement. Donc le marché, en fait, évolue et s'adapte. Et le consommateur comprend l'intérêt de l'électrique. Mais effectivement, Verkor, c'est des batteries qui, normalement, sont plus puissantes, qui permettent plus d'autonomie, qui émettent moins de carbone, donc qui sont effectivement plus bio que bio. Et on s'aperçoit que le bio coûte cher, si on fait un comparatif par rapport au vin ou par rapport à la nourriture. Aujourd'hui, les Français n'achètent pas vraiment bio, en fait. Ils achètent efficace. Il reste une chose, un argument quand même pour terminer. Dans le calcul que les constructeurs sont forcés de faire, la provenance de la batterie importe sur les subventions que tu pourrais avoir. On a encore augmenté les subventions à l'achat en France, mais ça dépend évidemment de la provenance du véhicule, de sa batterie, enfin de ses composants majeurs. Donc tout à coup, l'argent que tu économises en allant acheter ta batterie chez CATL ou BYD à Shenzhen, peut-être que tu vas le perdre sur le prix final de la voiture qui va se retrouver en brèche à d'autres modèles un peu plus européens et tout à coup un peu moins cher pour le consommateur. Donc c'est vraiment du billard à trois bandes. En tous les cas, c'est important d'avoir une alternative. Oui, c'est sûr. Et il y a d'autres usines. Je crois qu'il y a une usine aussi taïwanaise qui est en passe d'être ouverte toujours dans le Nord, qui, elle, aurait choisi une autre technologie de batterie qui sera un petit peu plus récente. Mais voilà, on en reparlera. Il est 20h, Tech & Co la quotidienne, avec Isabelle Bordry ce soir, Cédric Guingran, Damien Douany. On revient juste après cette petite pause. On a encore une bonne demi-heure pour commenter de l'actu tech de ce début de semaine. Un grand merci de nous avoir choisis. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Il est 20h02 en ce lundi. Merci d'avoir choisi BFM Business et Tech & Co la quotidienne. On commente ensemble l'actu tech de ce jour. Vous savez, on est là chaque soir 19h30, 21h Tech & Co avec ce soir pour décrypter cette actu. Isabelle Bordry, fondatrice de Retency, Cédric Guingran, directeur général de Heavyweight Studio et ancien journaliste notamment dans Groupe TF1, chez TF1 et LCI, et Damien Douany, responsable de l'innovation de l'école narrative et fondateur de Topos. Messieurs, dames, je vous propose maintenant de nous intéresser à NVIDIA. NVIDIA n'en a pas assez des processeurs pour les serveurs d'intelligence artificielle. NVIDIA part à l'assaut du duo Intel-AMD. Le géant américain lance ses propres processeurs pour ordinateurs portables haut de gamme, capables de faire fonctionner des agents IA. Et après le marché des data centers, il vient provoquer ses concurrents sur le secteur des PC, avec un allié de poids, bien évidemment, parce que tout ça tourne sous Windows. C'est Microsoft. Frédéric Simotel nous explique tout ça. Réinventer le PC, telle est l'ambition de NVIDIA avec ses nouveaux processeurs dédiés aux ordinateurs portables haut de gamme fonctionnant sous Windows. Il s'agit de la première gamme de PC entièrement repensée et réinventée depuis 40 ans, a déclaré Jensen Huang. Un partenariat avec Microsoft que nous n'avions pas vraiment vu venir, pas aussi vite en tout cas. NVIDIA que l'on connaît surtout pour ses puces graphiques, pour les jeux vidéo et évidemment pour toutes les plateformes IA, dispose aussi d'une gamme de semi-conducteurs pour des serveurs. Alors on sait que Jensen Huang a coutume de présenter, il adore présenter ses processeurs lors de ses keynotes. Bien désormais, il faudra aussi compter sur des PC portables à processeurs NVIDIA, capables de faire fonctionner en local des agents IA. Le géant mondial ne pouvait pas rester inactif face à la concurrence des Intel, AMD, Qualcomm et même Apple qui cartonne avec ses MacBook Neo. Leaders mais menacés sur leur marché traditionnel, ils se sont tous mis à inonder le marché des PC portables avec des versions de leurs puces en mode IA, des processeurs capables de traiter sur des PC des calculs complexes d'IA en local. NVIDIA bouscule donc à nouveau le marché du processeur. Reste à connaître le prix des machines et voir la réaction des entreprises. Voilà, donc pour expliquer tout ça, c'est très simple. Aujourd'hui, vous le savez, le marché du PC, le PC que vous avez à la maison, votre PC portable ou votre PC Tour, pour tous ceux qui préfèrent ce format-là, le processeur principal, c'est ou de l'Intel ou de l'AMD. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Ce que veut faire NVIDIA, c'est concurrencer Intel et AMD sur leur marché à eux, qui leur était, on va dire, réservé.
80% pour Intel, 20% pour AMD. Et Nvidia, donc, arrive avec aussi des processeurs haut de gamme. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour arriver en tant qu'outsider ou challenger. Ils veulent vraiment proposer une offre intéressante et booster à l'IA, en fait, ces PC qu'on achèterait. C'est-à-dire que votre PC ferait la même chose que ce qu'il fait aujourd'hui, sauf qu'il serait beaucoup plus doué en intelligence artificielle. Et cette IA pourrait tourner directement sur votre PC sans être forcément connecté au cloud. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà un nouveau chemin lancé par Nvidia. C'est-à-dire que Jensen Huang, d'abord, il a une mission dans la vie, c'est de chaque matin se demander comment il va continuer à justifier la valorisation boursière d'Nvidia. Parce que ça revient quand même vraiment. De son chiffre d'affaires. C'est formidable, ils font des trucs extraordinaires, mais il faut dire qu'on est sorti de toute dimension. Bien sûr. Tu vois, il y a une 4e, 5e dimension. Enfin, l'oxygène se raréfie à cette heure-là quand même. Donc, il fait plus froid, d'ailleurs. Une fois que tu as fait tout le reste, tu peux dire oui, au fait, on va réinventer le PC. Ce sera peut-être presque un petit marché pour eux, mais enfin, c'est une espèce d'à côté intéressant. Oui, évidemment, ça va faire du mal à plein de monde, à Intel, à Qualcomm, à AMD et aux autres, mais c'est intéressant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les gens ne se rendent pas compte, mais par exemple, chez Intel, tu as déjà des puces, plein de puces, surtout sur le haut de gamme, qui intègrent déjà un processeur spécialisé pour l'intelligence artificielle, comme chez Apple, par exemple. Donc, cette promesse du traitement local, c'est un truc qui est déjà en train de se réaliser. Qui a du mal à décoller d'ailleurs. Enfin, franchement, à part le marketing, ça apporte pas grand-chose. C'est compliqué parce qu'il faut y trouver des usages qui te correspondent à toi. Mais ce qui est intéressant quand même dans tout ça, c'est que pour l'instant, on n'a pas parlé d'argent. Est-ce que ce sera uniquement sur un segment assez haut de gamme, moi, j'ai pas vu d'annonce de machines à des prix, etc. On te dit un pétaflop de performance, ok, c'est super, mais moi, j'ai envie de savoir ce qu'on va faire exactement avec. Est-ce que il y aura aucun problème de compatibilité ? Là, je parle pas uniquement de Windows, mais il y a une promesse quand même sur le jeu vidéo. Il faut quand même que ça dépote, et parce que Nvidia reste Nvidia. Et puis, c'est quand, c'est combien, dans quelle machine et tout le reste. Parce que sans rentrer trop dans les détails, mais en fait, c'est une autre architecture technique. Et voilà. Intel et AMD, c'est du x86. Là, on passe sur de l'ARM, de l'ARM, donc c'est une autre technologie, une autre manière de procéder des calculs. Heureusement, Microsoft, qui gère tout ça bien aujourd'hui, l'a déjà fait avec Qualcomm, parce que quand vous achetez un PC avec des processeurs Qualcomm, il tourne sous ARM, mais c'est vrai que dès que, par exemple, vous téléchargez un jeu sympa, s'il a été codé sous l'ancien système x86, il va être émulé. Et en l'émulant, vous allez perdre en fluidité, en qualité, etc. Toute la difficulté aujourd'hui, parce que c'est pas la première fois qu'ils ont essayé de faire le coup, Windows ARM, alors, il y a 15 ans déjà, il y avait déjà des premières choses qui existaient, et il y a toujours cet éternel problème. C'était les PC d'ailleurs Microsoft à l'époque, oui, tout à fait. Ça s'appelait, c'était les Surface. Les Surface, c'est Microsoft Surface. Et en fait... Ils n'en ont pas vendu beaucoup. Voilà, parce qu'en fait le Windows ARM fonctionnait pas super pour notamment les raisons que tu as évoquées. Et c'est la grande difficulté, la grande différence qu'ils ont avec un Apple qui lui a une intégration verticale soft et hard, donc en gros le logiciel et le matériel, et ils te font tout ça aux petits oignons, et même s'il y a de l'émulation, tu la vois même pas, ça marche nickel. Là, on a toujours l'éternel problème d'avoir plusieurs acteurs qui essayent de travailler ensemble et de faire en sorte que globalement ça fonctionne, sachant que bien sûr il y a une part de marché de dingue, donc logiquement Windows doit aussi répondre à 80% du marché, quoi. Même plus. Donc le problème il est là. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais, c'est les usages. Est-ce que c'est pour des stations de travail, pour des boîtes de prod ? Peut-être. Ça peut. Ça pourrait être le cas. Voilà. Est-ce que c'est pour faire du jeu ? Est-ce que c'est pour faire de l'entrée de gamme, etc. etc. Je pense qu'aujourd'hui, ça n'a pas été répondu, mais il y a un effet d'aubaine, il y a un coup marketing aussi à faire, et puis il y a une volonté peut-être de se dire, tiens, Intel n'est pas forcément au mieux de sa forme depuis longtemps, et AMD a jamais vraiment, ils ont percé, mais voilà, donc faisons de l'NVIDIA Inside. Allez hop, on y va pour les années à venir. Oui, c'est intéressant. Il bouscule le marché et surtout cette annonce avec Microsoft était totalement inattendue. Oui. Et ce qu'ils recherchent, c'est effectivement de bousculer ce marché, de proposer plus de vitesse, de proposer plus de fluidité. Et c'est ça qu'ils veulent apporter. Et comme le disait tout à l'heure très bien Cédric, Nvidia est à la recherche permanente de nouveaux marchés pour justifier non seulement sa capitalisation boursière, pour trouver des nouveaux clients, pour
améliorer encore et encore leur chiffre d'affaires. Ils étaient exactement dans leurs prédictions, c'est-à-dire qu'ils étaient même au-delà des prédictions du marché. Et malgré ça, ils ont un petit peu déçu les investisseurs, donc leur action a un peu baissé. Donc aujourd'hui, leur priorité, c'est trouver des nouveaux marchés, y répondre en capitalisant sur leur savoir-faire, c'est-à-dire cette capacité de fluidifier les calculs, quel que soit l'environnement. Et pour Microsoft, c'est effectivement aussi une annonce très importante. Ouais, après, de modernité. Voilà, il y a le marketing. Qu'est-ce que va apporter finalement un ordinateur avec un processeur NVIDIA, il y a un truc tu vois ? qu'on oublie, parce que c'est bien d'avoir un processeur qui marche bien. Je prends l'exemple des Mac, mais il faut de la RAM, il faut de la mémoire vive pour que ça fonctionne. Et aujourd'hui, la mémoire vive, elle coûte aussi cher qu'un lingot d'or. Donc si tu veux, il y a un petit truc là-dessus. Donc c'est bien à nouveau faire des effets d'annonce. Mais quelles vont être les machines qui vont être motorisées par ça ? Pour quelle cible ? Comment ? Quel prix ? C'est pour ça qu'il parle plutôt de PC haut de gamme, d'après ce que j'ai compris. Mais qui dit PC haut de gamme dit PC gamer. Enfin, franchement, tu peux pas imaginer. Une station de travail. C'est d'ailleurs ce qu'ils montrent à Une station de l'écran, travail, bien sûr, ou alors des agents IA qui tourneraient en local, bien sûr. La promesse, elle est là aussi. Mais c'est vrai que tu as raison, Cédric, tu le disais tout à l'heure, Nvidia, on les attend dans le jeu vidéo, parce que je vous rappelle que sur la plupart des PC aujourd'hui boostés en GPU, c'est du Nvidia à l'intérieur. C'est ça le paradoxe. C'est que Nvidia est un partenaire d'Intel depuis de très nombreuses années. Oui, donc ça ne peut pas ne pas être, enfin ça peut pas être cher, parce que sinon ils se tireraient, en tout cas du côté du jeu vidéo, une balle dans le pied. Acheter une grosse carte Nvidia quand on s'offre un nouveau PC, c'est un très joli cadeau de Noël qu'on se fait ces jours-ci. Et puis c'est vrai que le prix de la mémoire aide pas, donc ça peut pas être du PC d'entrée de gamme. Ce qui était un peu l'idée au début, souviens-toi, des machines justement sous ARM, où on disait voilà, vous avez des PC avec des processeurs Intel ou AMD très très puissants, et puis pour de la bureautique de tous les jours, vous avez là on n'est pas dans la bureautique de tous les jours. On est en train de dire vous allez avoir des jeux qui vont fonctionner en mieux que HD à 100 frames secondes, etc. Donc la question c'est le logiciel. Est-ce qu'il y aura la même barrière qu'il y a eu pour passer d'une plateforme à l'autre pour les développeurs, les éditeurs, etc. Alors les plus gros, je pense, vont s'adapter plus vite. Mais c'était ça la barrière en entreprise quand ils ont sorti ces PC avec des processeurs ARM, c'est que tout à coup les entreprises disaient ah oui mais attendez, moi j'ai 250 applications métiers, je vais pas les redévelopper de zéro. C'est peut-être pas la même limonade du côté du jeu vidéo ou de la création ou des développeurs. Après, ce virage s'est bien passé chez Apple, notamment avec Rosetta, qui était on va dire l'émulateur. Oui, mais parce qu'ils l'ont intégré, c'est intégré sur une roadmap de développement. Ils intègrent vraiment le truc depuis longtemps. Ils savent qu'ils vont faire cette bascule. C'est assez bien fichu. Pendant des années, macOS avait vécu une double vie entre, on se rappelle pour les plus vieux, du PowerPC, du x86. Oui, on va chercher des vieux trucs, je sais. Mais bon, c'est au courant, monsieur, dame. Donc, François avait des cheveux encore. Oui, c'est vrai. Surtout les messieurs, d'ailleurs. Pour les cheveux, peut-être. Effectivement. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelque chose qu'on a vécu il y a très longtemps. Oui, mais parce qu'ils ont une intégration verticale, comme je le disais tout à l'heure, où ils gèrent le soft et le hard, ils savent très bien gérer ces choses-là. Là, la question, c'est qu'est-ce que tu mets là-dedans, qu'est-ce que tu vas faire avec ? Non, c'est une vraie question. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce qui se positionne sur ce marché. Après, le coût de l'agent IA, bon. Non, il y a un avantage d'architecture à l'intérieur. Oui, je dis pas le contraire. C'est-à-dire la vitesse de communication entre GPU, CPU et la mémoire. Tout à fait d'accord. Ce qui est exactement ce qu'on retrouve sur la plateforme Apple, la raison pour laquelle c'est très compliqué d'acheter un Mac mini en ce moment. Tout à fait. Mais voilà, il faut montrer les usages qui vont avec, même si on sent de toute façon, vague technologique après vague technologique, qu'on arrive sur un truc où à un moment, on aura des usages qui seront purement locaux, des usages qui seront en ligne, des usages qui seront hybrides avec des agents. Bon, mais tout ça prend un peu de temps. Si on tire 2 secondes le fil sur la question de l'usage en local, ça, je pense qu'il y a un truc intéressant derrière ça. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui se posent la question de la confidentialité des données. Et bien sûr. Sur l'usage de l'IA, qui n'ont pas envie de mettre leurs données dans le cloud, surtout pas chez OpenAI, chez Claude ou qui que ce soit. Peut-être Mistral, si c'est pour des boîtes européennes ou françaises. Mais il y a un vrai sujet. J'en parle avec plusieurs boîtes qui me disent ouais, on ne sait pas ce qu'on fait. Même des petites boîtes qui vont vous dire mais on n'a pas envie. On a des métiers sensibles et ces données, on n'a pas envie, on ne sait pas trop comment faire. Demain, une machine qui serait une IA box, une sorte de. C'est aussi ce qu'ils ont lancé en parallèle. Oui. Là sans l'idée de réinventer le PC, mais justement d'avoir des petites IA box pour avoir des usages totalement. Ou tu as des sortes de serveurs que tu peux faire facilement, ou des entreprises qui vont avoir des machines qui sont vraiment dédiées à ça. Là, il y a un truc qui est intéressant à tirer. Il y a quelque chose qui peut se passer au niveau du marché de l'entreprise. Bon, écoutez,
On verra ce que donnera Spark, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, ce processeur. Et Jensen Huang, évidemment, on l'a mis partout. Il a dit, écoutez, franchement, ça va être le nouveau R2D2 de l'utilisateur. On rentre dans une nouvelle ère du PC. On aura tous ce type d'ordinateur à la maison qui feront tourner plusieurs agents OIA. On ne pourra plus s'en passer, etc. etc. Ah, mais c'est du bon marketing. De toute façon, Nvidia n'a plus de concurrence. Je veux dire, il ne concurrence pas le monde du PC. Non. Nvidia, il concurrence la gravité. Tu vois, c'est ça. En fait, il concurrence le monde, simplement. Il s'intègre dans tous les usages de la vie quotidienne. Non, mais c'est dingue. À suivre, donc. Tiens, on reste sur le marché du PC, parce que vous l'avez sans doute suivi, si vous êtes un fidèle de Tech & Co, le MacBook Neo a foutu quand même un sacré coup de pied dans la fourmilière, si je puis me permettre, parce que Apple, qu'on attendait toujours sur du PC plutôt haut de gamme, joli, qualitatif, statutaire, sort un MacBook Neo à 699 €. On était tous un peu dubitatifs quand il y a eu cette annonce. On a vu ce Mac. Enfin, moi, personnellement, j'ai la chance de pouvoir avoir la possibilité de le manipuler, etc. Et franchement, c'est une machine qui est magnifique, qui donne vraiment envie, qui remplit 99% des usages que vous comptez faire avec votre ordinateur, c'est sûr. Et pour 699 €, si vous comparez ce qu'il y a de l'autre côté, c'est-à-dire en face sur des machines donc PC sous Windows, c'est la Bérésina, quoi. Vous avez des trucs en plastique, mal finis, pauvres, lents, etc., etc. Il y a eu quand même un électrochoc là qui a été annoncé au Computex, parce que tout ce qu'on vous annonce là, ça a été annoncé au Computex, les annonces de Jensen Huang, mais aussi à Taïwan, qui est un gros rendez-vous du PC, de tous les composants qu'il y a dans le PC. Et Acer et Dell ont décidé de répondre à l'offre du MacBook Neo en annonçant donc des PC pas chers, mais pas que des PC pas chers, c'est-à-dire que typiquement Dell va sortir un XPS qui est quand même, on va dire, le haut de gamme de ce qu'ils font, un XPS 13 à 599 $. Waouh. Pas mal quand même. Alors qu'il faut imaginer, le XPS chez Dell, c'est la machine de tous les jours de l'entreprise. C'est le consommable de l'entreprise. C'est le fond de l'entreprise. catalogue, c'est le truc qui normalement leur rapporte un peu plus d'argent. Alors voilà, il sera peut-être un petit peu plus cher en France. En fait, 599 pour les étudiants, 699 pour le grand public. En fait, ils s'alignent sur Apple. Tout à fait. Ils vendent pas une machine, ils vendent une excuse pour ne pas acheter Apple. C'est ça. Et alors, ils mettent en avant le fait que, évidemment, à l'intérieur, on a un processeur Intel. Donc Intel est toujours dans la course. Le Wildcat Lake, qui est évidemment pas le processeur le plus puissant. On n'est pas sur du Core i5 ou i7, mais on est quand même sur quelque chose en tout cas qui suffit pour les usages du quotidien. Et puis surtout, c'est un PC qui est bien fini, qui est en aluminium, qui donne envie, qui fait pas, on va dire, qui se tord pas dès que vous le touchez. Donc je trouve ça intéressant. Et puis parallèlement, Acer a annoncé la même chose. C'est-à-dire qu'ils vont aussi lancer un ordinateur qui va venir concurrencer le MacBook Neo. Je trouve ça intéressant. Les premiers bénéficiaires, écoutez, c'est nous, parce que finalement, on va se retrouver avec un nouveau segment qui va arriver d'un PC à 600-700 € qui tiendra la route, qui ne viendra pas concurrencer, à mon avis, les PC haut de gamme, parce que là, c'est vraiment de la bureautique, etc., etc. Mais bon, pour un étudiant, pas mal, non ? C'est intéressant, je pense qu'ils ont tous été surpris. Jusque-là, ils avaient l'impression que chacun était un peu dans sa ligne de nage, en disant voilà, Apple fait son truc, c'est très bien, mais voilà. Mais c'est un autre OS, c'est plus cher, etc. On fait des métiers comparables, mais voilà, on se marche pas dessus. Or, le truc, c'est que là, on voit le marché du PC qui se réveille parce que Apple a baissé ses prix. Je comprends, c'est un peu humiliant, mais en tout cas, c'est efficace. En gros, ils ont inventé le laptop pas cher premium. Oui, c'est ça. Jusque-là, étaient deux choses absolument incompatibles et même contradictoires finalement. Oui, c'était deux cultures différentes. T'as raison. C'est vrai qu'on avait d'un côté des laptops. Alors attention, on va pas dire du mal. Asus, Acer et les autres font aussi des laptops absolument remarquables. Oui, mais à 599, tu as un truc en plastique. Ils se battaient sur le prix. Voilà, c'est ça. Parce que eux se battent sur des marges vraiment qui sont de l'épaisseur d'une lame de rasoir, face justement à HP, Dell et les autres. Donc ils boxaient pas. Enfin, ils jouaient pas le même match en fait. Et là, tout à coup, je pense que ça a dû faire un grand coup. Ça a dû faire. Alors c'est pas de l'impact d'un Macintosh, tu vois, mais je pense que quand, je sais pas, Tesla a sorti sa Model 3, tous les autres constructeurs ont dû la regarder de près en disant attends, je pense que ce truc-là va nous causer des ennuis. Et là, c'est un peu la même chose. Et en plus, ce qui est assez phénoménal, c'est que je pense que ça a même surpris Apple. Parce qu'aujourd'hui, ils essaient de produire et de répondre à une demande qu'ils n'avaient pas anticipée. Là, ils font tout pour vendre les 10 millions
les 10 millions d'ici la fin de l'année. Ils avaient travaillé au départ sur des fins de stock de puces qu'ils avaient et qui viennent en fait, qui sont issus de l'univers du mobile. C'est ça aussi qui est très intéressant. Donc, en fait, qui était destiné à de précédents iPhones en fait. Et qui réutilisent des vieux stocks en fait de puces qui étaient pas vraiment des vieux stocks, c'est des stocks dont les puces, les cœurs étaient défectueux, donc n'étaient plus adaptés. Voilà, donc en fait, en fonction, on les orientait selon mais c'est des bons appareils, c'est des bonnes puces, je veux dire, bien c'est pas défectueuses. Qui permettent d'aller vite, de fournir de remplir tous les usages. Et ce qui est intéressant, c'est que les autres acteurs sur le marché, qui sont en termes de part de marché bien plus importants, puisque j'ai regardé les chiffres, Apple c'est entre 25 et 30 millions aujourd'hui, et donc là tout d'un coup ils vont rattraper Dell qui est plutôt aux alentours de 50 millions de PC. Donc ils sont en train complètement de bousculer le marché, de le surprendre, et aujourd'hui Dell communique non plus sur des puissances, mais sur des de l'autonomie et des heures de streaming. C'est assez intéressant en termes de marketing, en disant maintenant vous allez pouvoir faire 17 heures de streaming en utilisant mon nouveau Dell. Donc c'est vraiment un cas d'école. Je pense en même temps, ils ne vont pas dire vous pouvez faire 17 heures de visio sous Teams. Ça ne fait rêver personne. C'est sûr que ça fait rêver personne. On zappe de pub tout de suite. Je crois que... Ça me rappelle un peu Mac contre PC, c'est les vieilles pubs à l'époque. Oui, c'est ça. Je pense qu'on peut ressortir Mac contre PC. C'est fou. Mais, en fait, je pense que c'est toujours... Enfin, c'est pas que c'est plus facile, mais un acteur plutôt premium, haut de gamme, qui d'un seul coup descend en gamme, on va dire, tout en gardant une certaine qualité de ce qu'il fait, oui, ça met un coup de pied à la fourmilière, parce que d'un seul coup, on va sur un terrain, il vient sur un terrain de jeu qui n'était pas le leur, mais avec un produit qui reste dans l'esprit, et notamment la dimension émotionnelle, on va dire, où tu le disais tout à l'heure, les machines sont jolies, etc., sont robustes, et on a une machine d'un seul coup qui finalement n'est pas un sous-produit, mais qui est un produit adapté à son marché, et ça fonctionne. Donc logiquement, d'un seul coup, ça fait mal pour des gens qui, eux, sont plutôt dans le sens inverse, qui essaient de monter en premium, mais c'est pas forcément facile. Donc ils ont super bien joué, enfin je trouve qu'Apple a super bien senti le marché, la question du pouvoir d'achat, le fait que finalement, tiens, les étudiants, ça peut être pas mal, ils achètent des machines qui sont de bons rapports qualité-prix, avec justement, comme on le disait, des puces qui sont de bonne qualité, mais qui finalement n'étaient pas destinées pour des raisons techniques à de l'ordinateur, mais finalement ça fonctionne quand même. C'est extrêmement malin. Et c'est là où on voit effectivement la force de l'intégration, c'est-à-dire que avoir une maîtrise complète du hardware et du software, en fait, leur donne une puissance absolument énorme. Ils ont même leur propre puce. On parlait tout à l'heure d'un marché qui était on devait travailler ensemble, les équipes de Microsoft avec les équipes de Nvidia. Là, le simple fait que tout soit effectivement internalisé leur donne une puissance incroyable. Et on n'attendait pas Apple dans de la masse, en fait. Et c'est là où ils ont surpris tout le monde, parce qu'ils assurent une qualité de produit qui maintiennent à un prix qui est effectivement défiant toute concurrence. C'est intéressant, juste, alors petite précision concernant, et après évidemment je te laisse la parole Cédric, c'est que en fait vous prenez le Dell, non seulement il est au même prix que le MacBook Neo, mais il en donne plus, parce que vous avez un écran tactile, donc sous Windows ça peut être sympa quand même. À côté Mac, il y a un problème de culture. Voilà, ça marche pas. Un jour peut-être. De plus de 2K, donc avec une très grande définition qui est plutôt agréable. Le clavier rétroéclairé, ce qui n'est pas le cas sous le MacBook Neo. Il y a de l'USB-C plus rapide, il y a du Wi-Fi 7, il y a le Windows Hello qui, rappelons-le, vous permet, comme sur le Face ID d'Apple, de l'iPhone, de déverrouiller votre PC simplement avec votre visage. Donc en fait, c'est intéressant parce que la concurrence arrive et elle est très agressive, avec plus de fonctionnalités pour le même prix. Oui, parce qu'Apple a fait mal au marché. A fait mal. Et prend de manière très très active des parts de marché. Et je pense que une réaction très forte. Les spécialistes des ventes chez Dell doivent commencer à être un peu en PLS en disant, les gars, trouvez-nous vite un truc parce que là, ça va pas. C'est intéressant parce que, alors, Apple ne nous le dira jamais, mais je pense qu'ils sont parmi les premiers surpris du succès de la machine, qui avait l'air d'être plutôt pensé pour justement bien investir et réinvestir des marchés comme l'éducation, enfin arriver... Moi, je suis persuadé que ça cannibalise aussi toute leur gamme. Oui, bien sûr, le MacBook Air. Enfin, ce qu'était l'entrée de gamme jusque-là. Après tout, mais on va arrêter de se plaindre dans l'ensemble. Le grand gagnant, c'est le consommateur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tout à coup, a un choix de machines à la fois aller à des niveaux de prix abordables et avec des niveaux de performance qui rempliront, on le disait, 95% des usages. Donc ça, c'est quand même une super bonne nouvelle. Avec, je pense, quand même une différence. C'est qu'au-delà du fait que Dell, je ne sais pas comment ils font leur marge, parce qu'il n'y a pas beaucoup de marge. Donc déjà, ils doivent se demander comment ils le font. La différence, c'est quand on achète un Mac ou un
produits Apple en général, c'est qu'il y a la volonté d'entrer dans, à nouveau, un écosystème. Très souvent, quand on achète un Mac, c'est son premier Mac, on va acheter après un iPhone, etc. Donc il y a toute cette notion-là de on rentre dans l'écosystème doré d'Apple, qui à mon avis n'est pas la même philosophie que celle d'acheter un Dell ou un Acer, où on va dire tiens, pour le même prix j'en ai plus, etc. Et donc je pense qu'il y a aussi cette dimension-là, c'est on a un prix qui est cassé avec un produit de bonne qualité concernant Apple, avec une volonté de se dire tiens, tu viens chez nous et on va t'attraper pour le reste de l'écosystème et la marge qui va avec. On n'est pas tout à fait sur la même chose. Je suis curieux de voir comment les choses vont tourner. Et après, il y a tout l'enjeu de l'interface entre votre téléphone et votre ordinateur portable. Et là, Apple va sur jouer une carte et est imbattable. C'est-à-dire, si je peux retrouver mon bureau de mon Apple sur mon bureau de portable, c'est quand même assez extraordinaire. Ouais, c'est vrai qu'il y a... Et c'est la promesse. Et là, effectivement, un Dell, aujourd'hui, est moins bien positionné que là. Ouais. Alors, même si ça pourra peut-être bouger avec le DMA, parce qu'on voit que, typiquement, et j'ai reçu un porte-parole de chez Honor la semaine dernière, qui expliquait que maintenant, sur les smartphones Honor, on peut avoir des fonctionnalités, par exemple, de partage AirDrop. Vous pouvez partager du contenu AirDrop d'un iPhone vers un téléphone Honor. Ils ont réussi, alors je ne sais pas comment ils ont fait ça, en fait, c'est dans la dernière version d'Android, Google a fait du rétro-engineering pour arriver à trouver un moyen de faire du AirDrop, et ça arrive sur le Pixel aussi. Ça arrive sur le Pixel aussi. Le copier-coller, tu copies-colles, tu copies quelque chose sur ton téléphone et tu le colles sur ton Mac, ça marche aussi d'un Honor vers le Mac. Donc il y a plein de trucs comme ça qui arrivent. Je suis heureux que Steve Jobs ne puisse pas entendre ce genre d'énormité. Parce que là, il serait vraiment dans un état... Ce serait terrible. Ouais, il ne serait pas content. Eh bien voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Isabelle Bordry. Merci beaucoup. Fondatrice de Retency. À très bientôt. À très bientôt aussi à Cédric Ingrand. Salut camarades. Directeur général de Heavyweight Studio. Et Damien Douany, responsable de l'innovation de l'école narrative et fondateur de Topos. Salut François. Merci. Et vous restez avec nous. Tech & Co revient dans quelques instants avec, pour notre dernière demi-heure, quelques startups deep tech. Il y en aura 2 à l'occasion de l'événement Spring à Paris-Saclay. On va parler justement de deep tech avec, vous allez voir, des sujets hyper intéressants, sensations tactiles pour des personnes qui justement sont en situation de handicap, ou même des robots humanoïdes dédiés aux entreprises avec la startup Summon. Voilà, vous restez avec nous. Juste après cette petite pause, c'est Léa Benaïm qui nous rejoint pour le Tech Flash, comme chaque soir. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Voilà, avant de découvrir 2 startups deep tech à l'occasion du Paris-Saclay Spring, eh bien avant tout cela, comme chaque soir et comme il est 20h30 tout pile, il est temps de retrouver le Tech Flash, un condensé de l'actu tech du jour. Et c'est avec Léa Benaïm. Bonsoir Léa. Bonsoir François et bonsoir à tous. Elle a eu une Nvidia qui veut détrôner Intel et AMD dans le monde du PC avec sa nouvelle puce RTX Spark, un processeur conçu avec Microsoft pour intégrer des agents IA directement au cœur de Windows. Au total, c'est 30 PC portables et 10 fixes qui bénéficieront de cette puce. Pour Jensen Huang, il s'agit ici d'une réinvention de l'ordinateur aussi importante que la transformation du téléphone en smartphone. Toujours dans l'IA, c'est au tour d'Anthropic de déposer une demande d'introduction en bourse. L'entreprise, qui a levé 65 milliards de dollars la semaine dernière, est désormais valorisée près de 1000 milliards. Elle rejoint donc ainsi ses concurrents SpaceX et OpenAI qui ont eux aussi prévu une IPO d'ici la fin de l'année. Et dans l'actualité Léa aussi, Apple qui repousse son projet de lunettes connectées d'au moins 1 an. Et oui, initialement prévu pour la fin de l'année, ces lunettes devraient finalement pas arriver avant fin 2027 selon Bloomberg. L'entreprise veut encore peaufiner sa technologie d'intelligence artificielle visuelle, considérée comme le cœur du produit. Et il faudra aussi être patient pour le Vision Air, la version plus légère et moins chère du Vision Pro, également repoussée à 2028 voire 2029. Également dans l'actualité, les satellites de SpaceX vont surveiller le ciel américain depuis l'espace. Le Pentagone vient d'attribuer à Elon Musk un contrat colossal pour développer le projet phare de Donald Trump, une version XXL du dôme de fer israélien à l'échelle des États-Unis. Montant total de l'opération pour SpaceX, $6,5 milliards.
$. Et enfin, Google met le cap sur le Japon avec l'ouverture d'un Google Store dans la capitale nippone. Il s'agit du premier magasin physique hors des États-Unis pour le géant américain. Google y vendra ses pixels, mais aussi des démonstrations autour de son intelligence artificielle Gemini. Et on en parlait tout à l'heure, Léa, dans le débrief de l'ActuTech, 91 milliards d'euros d'investissement. C'est le résultat donc de cette 9e édition de Choose France et c'est près de 20 milliards de plus que l'an dernier. Oui, avec l'intelligence artificielle qui concentre l'essentiel des projets et favorise aussi les alliances entre groupes français et étrangers. Exemple avec le taïwanais Foxconn qui s'est associé aux spécialistes français des supercalculateurs Bull. Mathieu Jolivet était sur place pour BFM Business et il a pu s'entretenir avec son directeur général Emmanuel Leroux. On écoute l'interview. Emmanuel Leroux, bonjour. Bonjour. Merci de retrouver ce studio de BFM Business exceptionnellement délocalisé ici pour ce cru assez exceptionnel où on voit qu'il y a vraiment l'intelligence artificielle qui est au cœur de toutes les annonces assez spectaculaires qui encadrent ce sommet de Choose France. Vous, à la tête de Bull, vous annoncez aujourd'hui un partenariat stratégique avec le géant taïwanais Foxconn. Dites-nous en plus. Exactement. Donc Bull est un leader mondial pour les supercalculateurs, principalement pour la recherche scientifique. On équipe déjà des gigafactories d'IA avec ces supercalculateurs, mais il nous manquait des produits plus classiques de l'IA que Foxconn fabrique, puisqu'il fabrique près de 50% des serveurs d'IA dans le monde pour différents fabricants. Et donc, on a travaillé avec eux pour réimporter en Europe la fabrication de ces serveurs d'IA et de pouvoir les faire à l'échelle, en grande quantité. Et donc, on va allier nos deux usines, l'usine en République tchèque de Foxconn et notre usine à Angers, dans laquelle on va investir, et Foxconn va investir pour créer une ligne de produits qui va pouvoir délivrer des centaines de racks de serveurs d'IA pour les gigafactories européennes. Oui, c'est peut-être important de rappeler où vous vous situez justement exactement dans cette chaîne de valeur, parce que c'est vrai qu'on peut peut-être avoir tendance à s'y perdre un petit peu, parce que l'IA, ce sont des développeurs, des ingénieurs, ce sont des puces, c'est de l'industrie lourde, ce sont des neurones, ce sont des bâtiments, ce sont des raccordements électriques. Bref, c'est un écosystème qui est assez tentaculaire. Et donc vous, là-dedans, vous fournissez vraiment... Nous, on fournit les serveurs ça, et la puissance de calcul. La puissance de calcul. On fournit également les racks et on va jusqu'à fournir un data center complet. C'est ce qu'on va travailler avec Foxconn, de fournir une plus grande diversité de serveurs pour être capable d'équiper tous les centres d'IA en Europe. À grande échelle, avec énormément de capacité de production, en joignant nos deux forces, à la fois les usines de Foxconn en Europe et notre usine à Angers. Et puis, on est capable également de livrer dans des containers des data centers complets pour un déploiement très rapide de l'IA auprès de clients partout dans le monde et particulièrement en Europe. Et des data centers français, ça quand même, il faut... on peut se permettre de faire un petit cocorico parce que vous n'êtes pas nombreux et en même temps, ça nous rappelle aussi que c'est un champ sur lequel l'Europe a pris énormément de retard. Alors, je crois que sur les infrastructures IA, on est juste à quelques pourcents des infrastructures mondiales. Donc, exactement. Donc, pour nous, c'est plutôt une opportunité, puisque ça veut dire que devant nous, il y a énormément de déploiements de serveurs, d'infrastructures et de data centers d'IA qui vont se produire dans les prochaines années. Et c'est pour ça que cet accord avec Foxconn nous donne l'échelle nécessaire et le partenariat technologique nécessaire pour équiper tous ces data centers européens, mais pas que, puisqu'on est numéro 1 en Inde sur les supercalculateurs, au Brésil, et dans ces pays-là aussi, on est au démarrage de la vague de l'IA, et donc on se met en position de pouvoir équiper, avec un industriel fort à nos côtés, tous ces data centers avec des technologies fabriquées en France, mais également avec beaucoup de brevets français, puisque nous avons 700 ingénieurs R&D en France qui développent ces systèmes de serveurs d'IA. Emmanuel Leroux, je rappelle, vous êtes le directeur général de Bull. Ici, à Choose France, vous annoncez ce partenariat avec Foxconn, le géant taïwanais. Alors, l'IA, ce n'est pas que de la croissance et des investissements, c'est devenu aussi un objet géopolitique majeur. On sait qu'on est dans un monde où tant Xi Jinping que Donald Trump ont compris que celui qui allait être le maître de l'IA deviendrait quelque part le maître du monde. Et donc, derrière, il y a la question de la souveraineté qui est cruciale. En vous alliant et en faisant un partenariat stratégique avec un géant taïwanais extrêmement puissant en Chine, qu'est-ce qui vous permet de garantir
la souveraineté européenne? Alors on va utiliser leur capacité de production et on va réimporter en Europe le savoir-faire de certains composants que nous ne savons plus faire. Et un savoir-faire qu'on n'a jamais eu ou qu'on a perdu? Qu'on a eu, mais on a décidé, nous, mais l'industrie, de ne plus faire en Europe il y a des dizaines d'années. On est en train de les rapatrier. Nous, aujourd'hui, il y a 70% des calculateurs qui sont faits avec des composants européens, déjà, mais les 30% qui restent, on avait besoin d'un partenaire comme Foxconn pour nous aider à les rapatrier en Europe. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est ce que je disais avant. Quand vous investissez 1 milliard dans un data center ou 75 milliards, comme a été annoncé hier, si vous achetez du matériel non européen, ce 75 millions, il repart tout de suite hors de l'Europe. Nous, ce qu'on propose, c'est que ces 75 millions, cet investissement-là, ces 75 milliards, sont gardés en Europe pour générer des brevets européens, puisque nous avons de la R&D, et des partenaires, favoriser l'écosystème des startups européennes qui ont énormément d'innovation et qu'on doit passer à l'échelle à travers nos programmes, et puis faire de la fabrication en Europe, et en particulier dans notre usine en France. C'est vraiment et renforcer la part de marché européenne dans cette course aux infrastructures IA dans le monde. Et le deuxième point, c'est de garder une maîtrise de ce qu'on appelle la supply chain, qui est l'approvisionnement. Plus on aura de composants européens, ce que nous fabriquons ou ce que ces startups fabriquent, plus nous serons maîtres de notre chaîne d'approvisionnement et plus on sera souverain dans la fourniture des infrastructures d'IA en Europe. Dernière question, Emmanuel Leroux, je rappelle, vous dirigez Bull. Qu'est-ce que vous apporte Choose France? Est-ce que Choose France, c'est un objet de communication politique très beau? On voit le cadre dans lequel nous nous trouvons. Juste derrière nous, il y a par exemple ce tableau de la bataille d'Arcole de 1796, c'est assez impressionnant. Est-ce que c'est un accélérateur de deal ou pas? Absolument, donc c'est un accélérateur de deal. Le partenariat avec Foxconn, on l'a travaillé sur quelques mois, donc très très rapidement, mais cette échéance a mis tout le monde... C'est-à-dire que vous aviez en ligne de mire Choose France en travaillant avec Foxconn. Avait évidemment envie de l'annoncer à Choose France, donc ça met une échéance dans la discussion. Et même si on a été très vite, ça a permis de finaliser les derniers détails. C'est aussi une occasion de rencontrer nos pairs, de rencontrer nos partenaires, de rencontrer nos clients. Et à un niveau où c'est très très compliqué de rencontrer. Juste avant que notre interview commence, je dois vous avouer qu'en moins d'1 minute, j'ai croisé le président d'Airbus, Patrick Pouyanné et Arthur Mensch, le patron de Mistral. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où en 1 minute, vous croisez par hasard ce type de personnalité business. Et 2 sur les 3 que vous mentionnez sont des clients de Bull. C'est une occasion en une après-midi de voir tous les CEO de nos clients et ça, c'est très très important pour nous. Voilà, Choose France, accélérateur de deal. Merci beaucoup en tout cas Emmanuel Leroux, directeur général de Bull, qui annonce aujourd'hui ici, au sein du château de Versailles, un partenariat stratégique avec le géant taïwanais Foxconn. Merci beaucoup. Merci. Voilà, un moment intéressant avec Emmanuel Leroux, interviewé donc par Mathieu Jolivet de la rédaction de BFM Business. Il est 20h40. Direction Paris-Saclay maintenant pour évoquer la DITEP avec 2 startups intéressantes qu'on va découvrir en compagnie de mon invité. Tech & Co, la quotidienne, les invités. Et oui, parce que demain se déroule le Paris-Saclay Spring 2026. Et pour en parler, nous avons Martin Guépro qui est avec nous. Bonsoir Martin. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de l'EPA Paris-Saclay. Merci d'être avec nous. L'EPA Paris-Saclay, vous pouvez nous rappeler ce qu'est EPA, s'il vous plaît ? L'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay. Très bien, c'est donc vous qui organisez cet événement qui aura lieu au Technocentre de Renault Group à Guyancourt. C'est la première fois. Et c'est une première. Voilà, dans les Yvelines. Alors, on va découvrir tout cela avec vous, mais vous n'êtes pas venu tout seul puisque 2 startups qui figureront à cet événement Spring nous ont fait la gentillesse d'être là ce soir. Gabriel Eleuterio est là. Bonsoir Gabriel. Enchanté. Merci d'être là. Avec plaisir, merci. Co-fondateur et président d'Advanced Care Technology et Florian de Pona, fondateur de Summon. Bonsoir Florian. Bonsoir François. Et bien voilà, merci à tous les deux d'être là. On va découvrir ce que vous faites dans quelques instants. Mais peut-être rentrer un peu dans le vif du sujet. Martin, expliquez-nous ce qu'est cet événement Spring qui a lieu demain donc à Paris-Saclay. Le rendez-vous immanquable des investisseurs qui veulent venir voir les dernières productions des laboratoires comme des startups et des grandes entreprises, c'est-à-dire Paris-Saclay. Paris-Saclay, je rappelle, c'est cette grande force d'innovation qu'on a là
Paris-Saclay, c'est le projet de rassembler toutes les grandes écoles, mais aussi les centres de recherche, et on l'oublie, pour avoir positionné la France. On parle beaucoup de souveraineté, la France, elle s'est positionnée au tout premier niveau européen, et même au premier et parfois deuxième niveau mondial en mathématiques. On est très fort en matière fondamentale en France. C'est vrai. C'est bon pour notre ego national, de savoir qu'on est deuxième en mathématiques au classement de Shanghai, troisième en physique, et évidemment, les matières fondamentales, aujourd'hui, n'ont jamais été mises autant en avant, parce que jusqu'ici, on croyait que c'était quasi incompréhensible. Aujourd'hui, on voit que c'est ce qui nous fait l'IA, ce qui nous fait l'ordinateur quantique, c'est-à-dire ce qui nous fait le grand combat aujourd'hui de progression technologique, la deep tech. Voilà, donc la deep tech, elle naît beaucoup à Paris-Saclay, et c'est pour ça qu'on a choisi dans cet événement annuel de Spring, qu'on fait pour la première fois avec Renault, au Technocentre de Renault. On s'est mis ensemble pour mettre en place une mise en visibilité de ces startups. C'est un événement assez amusant. On a 1800 personnes qui sont inscrites pour demain. 24 startups qui seront là. Voilà, qui vont venir découvrir 24 startups, par exemple, qu'on a mises en avant. Pourquoi ces 24 ? Parce qu'il y en a évidemment 100 à 150 qui naissent par an. Pourquoi ces 24 ? Parce qu'elles ont un fabuleux projet, et elles sont en recherche d'investissement au moment où on se parle. Elles sont prêtes, en fait. Elles sont prêtes pour rencontrer les investisseurs et pour faire avancer une technologie étonnante. Alors, il y a, durant cet événement demain, donc des chercheurs, des industriels, des investisseurs. L'idée, c'est de passer de la recherche à l'industrie. Et on sait que autant... On est très bon en maths, comme vous le disiez, mais c'est là où on n'est pas forcément les meilleurs, quoi. Le passage à l'échelle, en fait. Passer à l'échelle, c'est tout l'enjeu. Alors, je voudrais comme rappeler, bien sûr que passer à l'échelle, on le raconte beaucoup, les startups qui passent par l'éveil de la mort, après un démarrage un peu fabuleux, d'avoir une difficulté à embrayer. On se connaît ces chiffres américains qui souvent lèvent 1 zéro de plus. Quand on lève 100 millions dans une start-up très performante en Europe, il lève plutôt 1 milliard aux États-Unis. C'est Mistral AI, qui est un pur produit de Paris-Saclay, qui a levé 1,7 milliard d'euros il n'y a pas si longtemps et qui montre qu'on peut travailler dans le domaine des licornes aussi en France. On connaît celle-là. On connaît moins celle du quantique. Or, vous savez que l'ordinateur quantique, c'est la génération, c'est la vraie rupture derrière ça, qui nous permet d'avoir une puissance de calcul explosive par rapport à ce qu'on connaît en mode classique. Et on a déjà à Paris-Saclay des licornes. Pas grand monde le sait. Pascal, avec un Q, parce que tout ce qui est en quantique porte un Q dans son nom. Pascal, qui a été fondé en fait par notre dernier prix Nobel de recherche, Alain Aspect, qui est de 2022. Pascal a levé déjà plus de 1 milliard et valorisé plus de 2 milliards aujourd'hui à l'heure où on parle. Avec un pari sur l'avenir, parce qu'on est loin encore des usages, on va dire, massifs du quantique. C'est le principe de la deep tech, c'est qu'on s'autorise à penser loin. Mais vous savez que les usages du quantique ont déjà commencé. Peu le savent. C'est pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de faire des calculs hybrides avec du classique et du quantique. Et demain, on va présenter une start-up Columbus, vous m'avez suivi, avec un Q, qui est donc dans le quantique, et qui viendra justement faire une proposition de calcul hybride, je dirais un peu de nouvelle génération, c'est-à-dire qu'elle a su réduire de façon drastique le nombre d'erreurs de jeunesse qu'on pouvait avoir dans le quantique jusqu'ici, qui était lié à du bruit quantique, comme on dit, qui faisait quelques erreurs de calcul et qu'il fallait répéter pour solidifier. Elle a progressé là-dessus et elle est évidemment aujourd'hui en train de s'inscrire sur une trajectoire ascensionnelle. 4 grandes thématiques, je crois. Health Tech et Biotech, Green Tech et Food, Digital Technology et Industrie et Services, c'est ça ? Et bien sûr, oui. C'est-à-dire... on voit large à Paris-Saclay, c'est vrai que tous sont en facteur commun. La matière fondamentale qui est derrière, qui est très souvent l'IA et le quantique, qui est là. Mais aujourd'hui, on a beaucoup parlé de semi-conducteurs à Versailles. C'est quand même nouveau qu'en France, en Europe, qu'on reparle de production de semi-conducteurs. En vérité, on est toujours très bon, on est resté très bon en design de semi-conducteurs. Des grands laboratoires comme Thales qui sont installés à Paris-Saclay le font, mais aussi des startups qui se sont vraiment mis sur ce sujet-là. Et il faut des grosses infrastructures de recherche pour le faire. Elles sont en mode partagé à Paris-Saclay. Le CNRS en porte comme le C2N. Et ça permet de faire émerger des nouveaux designs. Le problème, c'est qu'on ne les produisait plus en Europe. Voilà. Et aujourd'hui, vous l'avez entendu à Choose France, un partenariat avec Foxconn pour Bull, par exemple, c'est le retour, et c'est vraiment historique, de production de semi-conducteurs en France. Voilà, donc la tech est vraiment en train de marquer des pas assez importants de sa progression. C'est intéressant. Bien sûr qu'on regarde aussi le domaine de la santé. La santé est un domaine
fabuleux, qui est en train de se transformer tous les jours. Très prometteur. Extrêmement prometteur. Notamment avec l'IA. Voilà. Et on a des entreprises, je pense à Servier, on y était ce matin en pré-vente de Choose France dans ses murs. Servier a mis toute sa recherche mondiale à Paris-Saclay. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent être un temps d'avance sur la recherche par rapport à tous leurs compétiteurs qui sont dans l'oncologie du monde. C'est-à-dire travailler avec l'IA, aller plus vite dans le travail traditionnel, avec le quantique, de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, c'est de modéliser des molécules complexes et de savoir comment elles fonctionnent, comment elles vont interagir avec le corps. Voilà, donc on a la santé aussi vraiment très très forte. Voilà, Spring demain. Alors, 2 startups qui figureront à cette journée. On va commencer par vous, Gabriel, avec Advanced Care Technology. Vous travaillez sur ce dispositif qui permet à des personnes amputées de retrouver une forme de sensation tactile. Absolument. Évidemment, c'est plein d'espoir. Ça doit redonner aussi beaucoup de boost à des personnes qui, justement, ont été amputées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites ? Oui. On développe des dispositifs, comme vous l'avez dit, qui permettent à des personnes qui ont perdu des sensations au niveau de leurs membres, plus généralement, la possibilité de les retrouver ou de compenser cette perte sensorielle. On a commencé par l'amputation, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un problème à la fois économique, mais aussi d'usage, parce qu'on a des patients qui ont beaucoup de mal à utiliser les prothèses actuelles. Donc c'est des prothèses qui vont bouger, qui bougent de mieux en mieux, mais qui n'ont pas de retour sensoriel. Alors que nous, dans la vie de tous les jours, le retour sensoriel, ça fait partie intégrante du mouvement. Quand on saisit quelque chose dans notre poche, on sait qu'on l'a dans la main parce qu'on l'a senti. N'ayant pas ce retour sensoriel, les patients abandonnent très fréquemment les prothèses et en fonction des étiologies de prothèses, on peut avoir jusqu'à 1 patient sur 2 qui abandonne complètement l'usage du dispositif. Et quand on sait que c'est des appareillages qui coûtent de 10 000 à 15 000 euros à plus d'une centaine de milliers d'euros, c'est quand même dommage d'en arriver à l'abandonner à ce stade-là. Comment arrivez-vous à redonner une sensation tactile à quelqu'un qui n'a plus de main, par exemple ? Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le parti de ne pas développer la prothèse complète. Il y a des acteurs qui font déjà des très bonnes prothèses, très robustes, qui bougent de mieux en mieux. On a décidé de faire un gant esthétique qui vient s'enfiler sur la prothèse existante, comme les gants esthétiques actuels, qui intègrent des capteurs. Et ces capteurs communiquent avec un brassard de stimulation. Donc en fait, sur la prothèse qu'on a ici, on a pris le parti de le faire en or, parce que c'était le souhait d'un patient. Donc on a des capteurs qui sont intégrés dans les doigts de la prothèse. Et ces capteurs-là vont communiquer avec le brassard qui est ici. Et dans ce brassard, c'est de la stimulation haptique. Donc il y a aucune énergie invasive qui est transmise au corps. C'est de la vibration, comme votre téléphone quand il vibre dans votre poche quand vous avez un message. Et en fonction de la position à laquelle le vibreur s'active et l'intensité de cette vibration, on a un retour d'information de est-ce qu'on est plutôt en contact sur l'index, le pouce, le majeur, à quel point on est en train de serrer ou pas, et tout ça sans avoir à regarder la prothèse, ce qui est impossible actuellement. Alors, 2 questions. Est-ce que le fait d'avoir ce brassard au niveau du bras, on arrive à interpréter justement ces informations haptiques et à les associer à un doigt spécifique? Et deuxièmement, quelle est la précision en fait du tactile? Est-ce qu'on peut ressentir je sais pas moi, des matières, des choses comme ça? C'est un apprentissage. Donc, sur le premier temps, on avait effectivement un peu peur pendant les premiers tests patients que l'apprentissage soit trop long, trop complexe. Parce qu'il faut que le cerveau arrive à associer en fait on va dire des stimuli au niveau du bras et qu'il arrive à les associer à un membre qui n'est plus là, quoi. C'est vrai, et on avait vraiment peur de ça. Et en fait, sur les premiers tests patients, on avait besoin de 15 à 30 minutes pour que le patient comprenne quelle était la position du point de contact sur la prothèse. Et il avait à peu près 3 niveaux de force de discrimination pour savoir s'il saisissait quelque chose de dur, de mou, etc. Là où on peut aller plus loin, c'est qu'en développant le dispositif, en fait, on peut tester le retour haptique nous-mêmes. Donc tout au long du développement, je le teste, je le mets sur mon bras, je saisis différents objets avec la prothèse et j'essaye de comprendre ce qui se passe. Et en fait, maintenant, j'arrive à déterminer s'il y a des différences de texture, de rigidité sur un objet. Donc si je suis en train de saisir un verre en verre ou une balle en caoutchouc un peu molle, ça j'arrive à faire la différence maintenant. Mais c'est plus un sujet de temps d'apprentissage que de limites techniques. En fait, on est capable de donner beaucoup d'informations. On est capable aussi de... Mais il faut que ce soit le cerveau qui comprenne tout ça et qui arrive à réinterpréter toutes ces données, c'est ça? Et le tout dans un contexte de rééducation qui est aussi contraignant. Les périodes de rééducation, elles peuvent durer plusieurs mois, avec ces taux d'abandon qui interviennent à la fin de cette rééducation. Donc on n'a pas envie de ramener trop de charge non plus à l'utilisateur. Donc il faut amener les choses, je pense, progressivement pour que ce soit accepté correctement.
Alors, vous pensez à quel membre? Alors, on voit des mains, là, forcément, mais est-ce qu'on peut imaginer des jambes aussi? Ça a du sens sur d'autres, on va dire, parties du corps? Oui, absolument, mais pas tout à fait sur les mêmes enjeux. On s'est intéressé évidemment très rapidement à l'amputation du membre inférieur aussi, mais en fait, les amputés du membre inférieur n'ont pas tout à fait le même intérêt pour le dispositif, parce qu'ils ont déjà un retour de force de leur pied qui appuie au sol dans l'emboîture de la prothèse. Okay. Là, par contre, on a un très gros potentiel de développement, c'est sur le diabète. Parce que le diabète, ça entraîne aussi une perte de sensibilité, mais plutôt au niveau du pied, et ça rend le suivi du pied diabétique vraiment compliqué. Il y a beaucoup de patients, 50% des patients qui ont des pertes de sensibilité au niveau du pied, et sur ces 50%, on en a 25 qui vont développer des ulcères, donc des malperforants plantaires, et sur ces 25%, il y en a 80 qui vont subir une amputation de membre inférieur. Donc, globalement, à l'échelle mondiale, ça fait à peu près la population française qui est amputée chaque année à cause de complications du diabète. Très bien, ben voilà, écoutez, c'est très intéressant, ça s'appelle Advanced Care Technology. Merci beaucoup Gabriel Eleuthériot. Et vous restez avec nous puisqu'on va découvrir maintenant un autre participant de ce Paris-Saclay Spring. Il s'agit de Summon avec Florian Depenat. Rebonsoir Florian. Bonsoir. Avec vous, on parle de robotique humanoïde. C'est ça. Alors expliquez-nous ce que vous faites. J'ai passé les 10 dernières années aux États-Unis. Pour le contexte, mon métier, c'était d'intégrer les technologies émergentes dans de grandes entreprises. Et c'est là que j'ai découvert, dans la Silicon Valley, les robots humanoïdes. Et quand j'ai découvert le concept et son progrès incroyable, je me suis dit, je rentre en France et je lance Summon. Donc, chez Summon, on développe des robots humanoïdes destinés à devenir des assistants personnels sur les métiers pénibles. Et l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on réduise la pénibilité sur ces métiers-là et les pénuries de recrutement. Aujourd'hui, on est en partenariat, on est en pilote avec 3 entreprises françaises. Et donc, on profite de Spring pour commercialiser nos solutions. Alors, expliquez-nous, donnez-nous un exemple concret de ce à quoi vous servez, justement, parce que vous dites que vous enlevez la pénibilité. C'est-à-dire que le robot va soulever des charges lourdes à la place d'un humain. Comment ça marche? Alors, quand on a fait ou la étude de répétitivité marché, peut-être des gestes. Ouais. Alors, la polyvalence du robot humanoïde, c'est vraiment ça qui est intéressant. Donc, potentiellement, on peut accompagner nos clients sur de nombreux cas d'usage. Quand on est rentré, quand on a fait notre étude de marché, on a du coup étudié la restauration, la logistique, le manufacturing, le facility management, la propreté. Et en fait, on a eu une forte demande sur la propreté. Et aujourd'hui, en fait, la façon dont on travaille, c'est qu'on vient avec les équipes sur le terrain. On leur demande aujourd'hui sur les tâches que vous faites, qu'est-ce qui est le plus pénible? Et souvent, la réponse, c'est ce sont des tâches qui sont répétitives. Donc, par exemple, dans les bureaux, nettoyage de bureaux, nettoyage de cafétéria, nettoyage de sanitaire. Et inévitablement, ce qui se passe, c'est que quand les clients de nos clients voient les robots, ils nous disent est-ce que vous pourriez nous accompagner sur la logistique, sur le manufacturing? Il y a beaucoup de cas d'usage tangents. Alors, on voit, si vous êtes avec nous à la télé, des images, j'imagine, de votre robot qui nettoie des sanitaires et des choses comme ça. C'est quand même assez impressionnant. On voit que Figure.ai est sur ce domaine-là, typiquement. Alors, eux, ils imaginent peut-être le robot à tout faire, qui pourrait être notre assistant majordome, ça fait rêver. Vous en êtes où aujourd'hui? Comment apprend ce robot? Est-ce que c'est compliqué de lui faire apprendre des gestes? Est-ce qu'il est autonome ou est-ce qu'il est piloté par un humain? Parce qu'il y a toujours cette interrogation. Ouais. Est-ce qu'il est véritablement autonome? Je le mets dans une salle de bain, il va comprendre ce qui se passe tout de suite ou pas? Alors, la robotique, ce qu'on appelle physical AI, donc la robotique qui est animée par l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui débute, on va dire, depuis quelques années. Et en fait, chaque entreprise aujourd'hui, on a parlé de Figure tout de suite, mais à peu près chaque entreprise utilise, on va dire, une combinaison de comportement autonome et de supervision à distance. Nous, la façon dont on travaille, c'est qu'on arrive du coup chez le terrain, et je pense que sur le terrain, et notre élément différenciant, c'est en travaillant directement avec les entreprises françaises, c'est de comprendre quels sont leurs standards de qualité et reproduire directement dans la phase d'apprentissage la façon dont eux réalisent les métiers. Donc c'est vraiment notre élément différenciant, c'est qu'on réalise d'après leurs standards de qualité. Prenons un exemple, je ne sais pas moi, voilà, les sanitaires. Comment ça se passe en fait? Un humain va faire le geste, le robot va observer, le refaire. Comment ça fonctionne en fait? Ou alors il faut que vous soyez là. Comment ça marche? Alors la façon dont ça fonctionne, c'est quelqu'un, en fait, un utilisateur est formé par un de nos clients pour expliquer voilà, la façon dont on travaille. Ensuite, cet utilisateur met une caméra, du coup, vous avez déjà vu des vidéos comme ça, et des gants tactiles.
Nous, ce qu'on veut, c'est faire en sorte que la donnée qui est collectée soit collectée en France. Et le fait est qu'en ayant de la donnée de bonne qualité, puisqu'elle est directement en ligne avec les attentes du client, on a de meilleurs résultats d'automatisation que la concurrence. Donc, c'est-à-dire qu'un humain va être équipé de sensors, il va faire son geste du quotidien, vous allez l'enregistrer, et après vous mettez le robot au même endroit, et il va reproduire en fait tous ces gestes-là. C'est ça. À partir du moment où on a une diversité suffisante dans les données qui sont collectées, le gros robot est capable de reproduire ces tâches effectivement dans les environnements divers. Est-ce que ça marche ? En fait, c'est des questions de pourcentage. C'est-à-dire qu'on est encore... les deux chiffres à retenir, qui sont au niveau de l'industrie en général, il y a 2 dates. La première, c'est dans les 12 à 24 prochains mois. On va se retrouver avec des robots spécialisés qui sont extrêmement fiables. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir faire ces tâches de façon extrêmement fiable. 5 à 7 ans, on aura du coup des robots généralisés, c'est-à-dire qu'ils n'auront jamais vu une tâche avant et ils sauront le faire. Voilà un petit peu les 2 dates à tenir en tête. Tout ça, c'est l'IA générative qui accélère en fait leur intelligence, c'est ça ? Voilà. Parce que l'électromécanique est prête en fait. Les robots arrivent à manipuler des choses, etc., à se déplacer sans aucun problème. Exactement. Donc c'est vraiment les 2 dates à retenir. Et nous, en fait, en France, on se concentre sur développer une expérience chez nos clients qui est créatrice de valeur économique et sociale. C'est-à-dire que tout le monde s'y retrouve, les employés, les clients de clients. Donc c'est là où on passe du temps pendant cette phase où la technologie est en train de maturer. Et donc dans 5 à 7 ans, on aura un robot majordome à la maison, c'est ça, vous pensez ? C'est très probable. C'est probable. Ok, merci beaucoup. Ça s'appelle Summon, Florian de Pona. Voilà, joli programme. Rendez-vous donc demain. C'est ça. Pour cette grande journée Spring, qui est ouverte à qui en fait ? Qui peut venir à cet événement ? L'événement est gratuit sur simple inscription, tout le monde a pu se présenter. Il est évidemment destiné aux professionnels essentiellement. On a des investisseurs, on a des grandes entreprises, tous ceux qui ont un intérêt à venir découvrir toute cette recherche, tout ce qu'elle a pu produire comme innovation à Paris-Saclay. On parle beaucoup de souveraineté ces derniers temps. On a aussi toute une dimension sur la défense. Parce qu'on se développe aussi dans les Yvelines, à Satory et à Saint-Quentin-en-Yvelines. Ouais. On a vraiment une importance très très singulière dans ces secteurs-là. On sait que c'est les drones qui sont en train de complètement transformer le champ de bataille. Et il y aura quelques exemples effectivement qui sont aussi là avant d'aller dans les grands salons spécialisés. Merci beaucoup Martin Descrocs, vous êtes directeur général, donc je le disais, de l'EPA Paris-Saclay, et tout cela se déroulera demain au Technocentre Renault de Guyancourt. Pour terminer ce Tech & Co en ce lundi soir, un grand merci de nous avoir suivis. Le replay podcast de cette émission qui vous attend dans quelques minutes. Le replay aussi de Tech & Co dès demain sur la chaîne YouTube de BFM Tech, et on sera là demain en direct dès 19h30 comme chaque soir sur BFM Business. Très belle soirée et à demain. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.